suis l'agent chargé d'expédier les affaires courantes au niveau de la mairie de la communauté de Téléma. C'est un peu différent de maire, c'est la loi qui le dit. Comme vous le savez, il y a eu la dissolution de notre conseil communal et en la matière, c'est la délégation qui doit être installée. Mais avant l'installation de la délégation, il y a le représentant de l'État qui désigne un agent parmi les agents de la collectivité pour expédier les affaires courantes. Donc moi, je suis là à ce titre-là. Madame, ceci dit, Madame la directrice du cabinet MPK RH Consulting, Mesdames et Messieurs, honorables invités, à vos rangs, qualité, grade, tout protocole observé. Au Bismillah, en communauté de Kiffi de Konako. C'est pour moi un insigne honneur et un réel plaisir de prendre la parole ici pour vous souhaiter à toutes et à tous, et au nom de l'ensemble de la population de la communauté du district de Konako, la cordiale bienvenue. Nous sommes réunis ici, à l'hôtel de l'amitié, pour aborder un sujet d'une importance cruciale, à savoir le futur du recrutement au Mali et dans la sous-région. La problématique de l'emploi est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité dans notre pays et surtout dans un contexte de crise multiforme, et cette initiative tombe au bon moment. Nous sommes tous interpellés, car c'est notre responsabilité qui est en jeu et nous devons de créer des opportunités d'emploi et de développement à cette génération consciente. En tant que représentant de la communauté, je salue votre engagement, dévouement pour rendre service à votre communauté en créant ce cadre d'échange. C'est un engagement qui transcende tous les murs pour s'étendre à notre communauté, influençant positivement le tissu sociétal qui nous unit. Aujourd'hui, je souhaite souligner l'importance d'une collaboration étroite entre notre commune et les organisateurs. Ensemble, nous pouvons façonner votre initiative novatrice qui répond aux défis auxquels les jeunes font face. Les cabinets de recrutement ont le pouvoir de catalyser le changement et proposer des solutions aux problèmes de l'emploi. Nous devons encourager la richesse qui transcende les frontières pour s'immerger dans la réalité quotidienne des jeunes. Cela signifie de mettre la connaissance au service des recruteurs, en mettant des jeunes compétents sur le marché de l'emploi. En conclusion, je souhaite remercier très respectueusement l'initiatrice de cet événement responsable, à savoir Mme Sarah Tatraoui, directrice de PMK RH Consulting, et toute l'équipe qui, depuis 2021, font un travail exceptionnellement dans le domaine du recrutement. Votre engagement rendra service au Mali et à toute l'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Le Maire. À côté de M. Le Maire, de cet espace prestigieux, nous avons M. Cheikhouma Diallo, qui est membre fondateur et deuxième vice-président de l'Association malienne de la gestion des ressources humaines, AMAGRH, et officier de ressources humaines à l'administration. M. Diallo, nous vous donnons la parole pour quelques mots.
Merci beaucoup, M. Diallo. À côté de M. Diallo, nous avons également l'éminent Sekou Ali Kouré, de WeWorld, expert en insertion professionnelle et inclusion sociale. M. Kouré. D'accord, donc merci beaucoup et bonsoir à tous. Comme M. Diallo l'a dit, moi j'ai eu l'idée assez ouverte également de mettre la Majara sur le niveau de Mopti, donc dans la région de Mopti, et je connais le président Maté. En fait, mon parcours pourra servir d'exemple dans le domaine du recrutement, parce que je suis passé de la fonction publique en tant qu'enseignant contractuel pour aller vers le secteur privé, où j'ai embrassé un domaine qui me fait beaucoup, qui est les ressources humaines, où j'ai franchi toutes les étapes d'assistant jusqu'au directeur de ressources humaines. Après avoir accompli la chaîne, maintenant je me diversifie vers d'autres horizons. Je rejoins un peu mon premier parcours en tant qu'enseignant contractuel, où j'ai eu la chance dans la région de Ségou d'aider plusieurs jeunes, parce que l'école est essentielle. C'est le savoir, c'est celui-là qui nous permet de sortir de la pauvreté, où j'ai aidé les jeunes de 15 à 17 ans de sortir de la pauvreté, et peut-être même dans cette salle, on aura l'occasion de pouvoir des jeunes. Aujourd'hui, je suis expert en insertion professionnelle et inclusion sociale, en développement international italienne. Au moment où personne ne pense intégrer les ONG, moi j'ai eu la chance en septembre 2023 et je peux peut-être partager les astuces comment il ne faut jamais dire que le marché est fermé, le marché est tout à fait ouvert. Aujourd'hui, je suis expert en charge d'intégrer 6 000 jeunes dans la commune du district de Bamako et 2 000 seront formés en informatique, en entrepreneuriat et en recherche d'emploi. Merci. Merci, M. Touré. Alors, bien sûr, l'introduction ne serait pas complète sans donner la parole à la directrice du cabinet de la RH. Il va brièvement nous présenter son cabinet avant d'entrer dans la matière qui nous réunit aujourd'hui. Madame Tauré Sarada. Merci. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je suis Madame Sarata Traoré, pour ceux qui ne me connaissent pas, fondatrice et directrice du cabinet BFK, qui est un cabinet qui est spécialisé dans les ressources humaines, mais sur la thématique du recrutement, l'insertion professionnelle, la montée en compétences principalement. Donc, depuis 2021, effectivement, nous travaillons sur les dysfonctionnements liés au recrutement au Mali. Qu'est-ce qui ne va pas au Mali? Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous donner une réponse et bien sûr écouter vos contributions. Merci. Merci beaucoup, Madame Traoré. Ainsi se conclut l'introduction, les salutations, les bienvenus pour notre activité. Nous allons maintenant entrer dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet. Avant cela, je tiens à remercier tous les intervenants qui ont pris la parole jusque-là et à les inviter à les libérer plutôt, à les libérer de leur siège afin que nous puissions commencer l'exposé des différents éléments. Dans l'heure qui va suivre, dans les minutes à venir, nous allons, chers amis, avoir l'intervention de plusieurs experts dans le domaine des ressources humaines. Nous commencerons d'abord avec Mme Sarata Traoré qui nous fera un exposé en fait des dysfonctionnements au sujet de l'employabilité au Mali. Ensuite, avec M. Bendeka, nous entrerons dans l'explication de la responsabilité partagée des différents acteurs des ressources humaines, des différents acteurs au plan plus général même de l'emploi au Mali, que ce soit les jeunes, les demandeurs d'emploi, les entreprises, etc. Ensuite, nous étudierons ou nous écouterons un exposé du rôle du digital dans la décrispation de cette crise de l'employabilité au Mali avec un intervenant qui nous reviendra sur nous. Finalement, le cabinet BMK-RH nous présentera les solutions qu'ils ont apportées ou qu'ils proposent pour
cette crise de l'employabilité au Mali. Comment faire au final? Et avec toutes ces informations, nous ne pourrons pas terminer la séance sans des partages d'expériences. Nous aurons certaines personnes et personnalités qui seront là parmi nous pour nous exposer ce que le cabinet DMK, ce que les solutions du cabinet DMK ont pu leur apporter sur le plan professionnel et même personnel. On parle là de recrutement, on parle là de profiling, on parle là encore de coaching et de formation. Ensuite, nous ouvrirons un espace de débat qui permettra aux éminentes personnes que vous êtes de pouvoir partager avec le cabinet DMK vos expériences et votre vision sur les solutions que nous allons proposer. Maintenant, sans plus tarder, Madame Sarata Traoré, directrice du cabinet DMK Consulting, coach et spécialiste en recrutement, va nous édifier sur les dysfonctionnements résultant du manque de compétences sur le terrain au Mali. Son intervention soulignera notamment l'impact concret de cette problématique de l'employabilité et du chômage sur notre population. Merci. Chers invités, je vais maintenant introduire le sujet. Je vais introduire le sujet et j'aimerais justement apporter d'abord une précision avant de rentrer en profondeur. Nous savons tous aujourd'hui qu'il y a cette thématique de l'inadéquation entre la formation et l'emploi, mais nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, on va vraiment parler du résultat de cette inadéquation sur le marché de l'emploi. Ces personnes issues de ce système, qui n'est pas en adéquation avec les besoins des entreprises, arrivent sur le marché. Qu'est-ce qui se passe quand elles arrivent sur le marché? Une fois intégrées au circuit de l'emploi, une fois en poste, que se passe-t-il? Comme nous le savons tous aujourd'hui, le monde est en constante évolution, intransigeant, le changement est perpétuel, et cela nécessite effectivement que les hommes, les entreprises s'adaptent à ces changements en développant de nouvelles aptitudes et de nouvelles compétences pour effectivement surmonter les défis d'aujourd'hui et de demain. La pensée générale dit la chose suivante: la demande est supérieure à l'offre en termes d'opportunités d'emploi, ce qui est également une réalité. Cependant, avons-nous pensé à comprendre pourquoi la situation est à ce niveau sur le marché de l'emploi? L'offre est aujourd'hui inférieure à la demande, non pas parce qu'elle ne peut pas être supérieure à la demande, mais il faut d'abord comprendre le fonctionnement d'une entreprise et sa réalité. À titre d'illustration, une entreprise qui va aujourd'hui embaucher un chargé de communication, dans le but effectivement d'assurer sa visibilité et de développer une stratégie, va s'attendre justement à ce que ce dernier puisse apporter une valeur ajoutée, booster la visibilité de l'entreprise et améliorer la communication et ainsi
croître le nombre de clients. La compétence est le moteur de la productivité des entreprises. Sans compétence, une entreprise ne peut pas atteindre sa croissance, elle ne peut pas se stabiliser dans le temps. Alors, vous me direz que l'offre est inférieure à la demande, mais à qui la faute? Aujourd'hui, une entreprise, pour pouvoir se développer, a besoin de personnel compétent. Et c'est cette compétence qui va permettre à l'entreprise de survivre. Donc finalement, qui doit-on accuser dans ce cas de figure? Alors, la deuxième hypothèse également, c'est qu'aujourd'hui, il y a des compétences, deux formes d'intelligence qui sont recherchées sur le marché de l'emploi, l'intelligence interpersonnelle et l'intelligence intrapersonnelle. Mais on a également la fuite des cerveaux. Chaque année, des boursiers d'excellence quittent le Mali pour aller se spécialiser dans des domaines spécifiques et ils ne peuvent pas retourner au Mali parce qu'il n'y a pas, en tout cas, le pays aujourd'hui n'est pas développé sur certaines thématiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines compétences sont indisponibles ou en très petite quantité au Mali aujourd'hui, ce qui est un problème et ce qui est un frein au développement. Puisqu'aujourd'hui, au Mali, on est obligé d'aller chercher des compétences au-delà de nos frontières. Si le pays doit se développer, nous devons nous assurer à avoir les ressources nécessaires en interne. Alors, toujours concernant le rôle du recrutement maintenant dans le développement des acteurs sur le marché de l'emploi, nous, recruteurs, nous avons un rôle de gendarme aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et nous allons nous assurer justement que les candidats disposent de 4 choses qui sont indispensables. La première chose, nous allons vérifier la compétence métier. Est-ce que le candidat aujourd'hui a une connaissance de son métier et est-ce qu'il a une certaine technicité pour exécuter ses tâches? Nous allons également voir le savoir-être de cette personne, son comportement. Est-ce que son comportement est en adéquation avec le poste? Est-ce qu'elle a les qualités nécessaires pour occuper la fonction? Nous allons également voir la conscience professionnelle, puisque la conscience professionnelle est aujourd'hui un élément qui manque à beaucoup de candidats sur le marché de l'emploi. Et en dernier lieu, nous allons voir la compatibilité du candidat avec l'employeur. Je tiens à préciser que le recrutement n'est pas une science exacte. C'est important de le souligner. Nous allons vraiment nous attaquer à ces 4 éléments-là, mais nous ne pouvons pas garantir la fiabilité à 100% d'un candidat. Alors, définissons ensemble le rôle du stagiaire, parce que qui sont ces acteurs sur le marché de l'emploi? Nous avons les entreprises, nous avons les professionnels en exercice, et nous avons les jeunes diplômés et étudiants en recherche d'opportunités. Le rôle du stagiaire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Un stagiaire est une personne qui bénéficie d'une formation d'enseignement supérieur, théorique, et il est censé se présenter sur le marché de l'emploi avec un bagage de ses connaissances. Un étudiant ne peut pas être spécialisé dans le marketing durant 5 années et se présenter sur le marché de l'emploi avec aucune connaissance du marketing. C'est inacceptable. Les entreprises ont également un rôle à jouer, mais il faut aussi que le stagiaire puisse aussi apporter une plus-value avec la base. La base, c'est la connaissance théorique de son domaine. Quel est le rôle du professionnel en poste? Un professionnel aujourd'hui doit déployer son savoir-faire au sein d'une structure. Dans le cadre de sa mission, il va mettre à disposition de l'entreprise son savoir, son temps, sa connaissance et ses compétences techniques. Lorsque vous évoluez au sein de votre entreprise et que vous devenez manager, vous avez l'obligation de transmettre votre savoir-faire à vos équipes et aux plus jeunes. Finalement, qu'est-ce que le professionnalisme? Parce que la question reste posée. Je vous ai parlé de conscience professionnelle, je vous ai parlé de professionnalisme. Alors, comment peut-on définir le professionnalisme aujourd'hui? C'est l'ensemble des codes de conduite liés à une profession qui va englober la compétence, le sérieux, la qualité de travail rendu, l'éthique, la déontologie de votre métier et l'exemplarité. Aujourd'hui, on parle de défaut de conscience professionnelle.
À travers la conscience professionnelle, on parle d'éthique de travail qui va prendre en compte l'ensemble des normes et des règles qui font partie et qui font référence, à une culture d'entreprise. L'éthique peut varier d'une structure à une autre et elle représente aussi une vision. La déontologie, quant à elle, fait référence à la culture d'une profession. Pour vous donner une illustration, si aujourd'hui je suis chargée de recruter un comptable sur des critères définis et que je recrute un cousin, un ami ou une connaissance ou un inconnu qui ne dispose pas des critères, nécessaires à l'occupation de la fonction, c'est comme si aujourd'hui j'avais trahi ma fonction en termes d'éthique et en termes de déontologie. Chaque chose est mesurable, chaque chose est appréciable et chaque chose peut également apporter des précisions dans le cadre du recrutement. Et je m'en vais finaliser cette première partie en évoquant les réalités, les freins de notre réalité malienne aujourd'hui. Donc je vais vous citer 4 axes que j'ai bien voulu vous partager aujourd'hui. Alors, les freins sur le marché de l'emploi aujourd'hui au Mali concernent la méconnaissance des besoins du marché de l'emploi en termes de compétences. Un candidat a aussi cette responsabilité de s'informer, de s'auto-éduquer, de faire de la veille dans son domaine. Arrivé sur le marché de l'emploi, également, on va retrouver une catégorie qu'on va nommer analphabètes. Aujourd'hui, donc ce sont des gens qui n'ont pas la possibilité de lire et écrire, mais ces personnes aujourd'hui ne sont pas source d'incompétence. Ces personnes ne sont pas source d'incompétence aujourd'hui, mais effectivement, à l'inverse, une personne qui a étudié n'est pas source de compétence. Je reviendrai sur cette thématique-là. L'acquisition de compétences partiellement acquises, que j'aime appeler compétences de réseau, qui fait référence au marketing de réseau. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait justement de former une personne, donc vous, alors je vais vous illustrer ça, Alou ayant la compétence, ayant eu la compétence dans le secteur du BTP, il a fait une école d'ingénieur pour justement travailler dans les travaux publics. Il va former Maïga, qui lui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Maïga va former effectivement Djibrila, Djibrila va former Sidi. Sauf que la chaîne est biaisée, la compétence est partiellement acquise, parce qu'effectivement, il n'y aura pas de forme et de précision aujourd'hui dans le cadre de l'application de ces compétences. Ce qui nous amène à faire certaines remarques. Le travail bâclé. Aujourd'hui, par exemple, quand vous avez un ingénieur qui est censé faire une route, qui a étudié, qui a un diplôme, il est censé justement connaître la durabilité de la route quant à l'investissement émis en ce sens. Une personne qui va construire un goudron qui aura une durée de moins de 6 mois, alors qu'elle était initialement prévue de 3 ans, a manqué de déontologie et d'éthique à son travail, qui aura des impacts futurs. L'acquisition partielle, aujourd'hui, amène aussi un manque de projection sur les impacts futurs. Et c'est une chose qu'on remarque surtout dans le BTP. Voilà, le secteur de BTP est très atteint par l'acquisition partielle de compétences où les manœuvres vont se former sur les chantiers et auront des répercussions après sur les bâtiments construits en ce sens-là. Et j'aimerais clôturer sur le sentiment de service rendu ou la redevabilité. Donc dans certains cas, le sentiment de service rendu amènera lieu à des thèmes tels que le laxisme dû à la familiarité, la baisse de vigilance et des exigences à certains moments. Le sentiment de service rendu aujourd'hui n'est pas une mauvaise chose, mais il faut vraiment qu'il puisse s'apprécier dans le cadre demandé. Concernant le cas des professionnels, on remarque 3 grandes choses ici au Mali. Les professionnels en exercice souffrent beaucoup du manque de visibilité sur leur carrière professionnelle. Ils occupent très souvent une trop longue occupation du poste dans le temps, sans changement, sans formation. Ce qui va freiner également l'arrivée des jeunes sur le marché de l'emploi. Cette longue occupation peut aussi être accompagnée de manque de formation. Donc, à titre d'information, un professionnel doit se former à minima tous les 2 ans dans son domaine pour rester à jour. La non-formation va apporter quoi? La dépréciation de la compétence dans le temps, une baisse de la vigilance,
une baisse de la rigueur. Troisième chose, les pressions fiscales, les charges fiscales au sein des ménages au Mali. Donc, la charge financière est très souvent redirigée vers une personne qui va justement avoir peur de prendre du risque et qui va avoir peur de sortir de sa zone de confort pour des raisons justement sociales. Cette problématique va entraîner justement la non-évolution et va ralentir le processus d'intégration des jeunes diplômés sur le marché de l'emploi. Les constats sur l'employabilité des candidats que l'on fait très couramment consistent justement à observer qu'il n'y a pas de préparation au niveau des candidats. Il y a des a priori figés au niveau des jeunes diplômés et des étudiants qui pensent que les entreprises sont obligées de les recruter. Une entreprise n'est pas une association, il faut également le préciser. Il y a une démarche unilatérale du demandeur d'emploi qui place tous ses espoirs dans l'entreprise sans réfléchir à comment il va apporter sa pierre à l'édifice ou une plus-value au sein de l'entreprise. Les candidats doivent véritablement aujourd'hui se projeter et se poser la question de comment peut-on apporter une plus-value à une entreprise. Cette entreprise, lorsqu'elle développe son activité, elle peut développer de nouvelles entreprises, créer des filiales et devenir enfin un groupe. Toujours concernant les candidats, on constate également qu'il y a peu d'approche compétences. C'est-à-dire qu'un candidat sur deux aujourd'hui ne sait pas se vendre, n'a pas conscience de son potentiel, n'a pas conscience des compétences qu'il a, des qualités qu'il a et qu'il peut revendre aujourd'hui auprès des entreprises. Le taux d'employabilité est relativement bas. Sur cet aspect-là, on va uniquement parler des outils de base qui sont liés à la recherche d'emploi, tels que le CV, le discours en entretien, la posture professionnelle, la présentation. Il y a un taux d'employabilité qui est relativement bas. Et nous allons terminer avec le manque de projection et le manque de vision. On ne peut pas démarrer sa carrière professionnelle sans objectif. Ce n'est pas possible. Côté recrutement, le savoir-être, n'y est pas. Il y a une connaissance fragile des domaines visés. Il y a peu de conscience au niveau du potentiel candidat. Il n'y a pas de projet de carrière professionnelle également identifié. Pour rappel, les risques d'un mauvais recrutement peuvent conduire à la faillite, à des pertes financières, peut également porter préjudice à l'image de l'entreprise en termes juridiques et peut également amener à la fermeture de l'entreprise. Donc j'aimerais clôturer cette première partie en vous posant la question suivante. Avec tous les éléments que je vous ai fournis aujourd'hui, pensez-vous que l'offre ne peut pas être supérieure à la demande? Finalement, à qui doit-on s'en prendre? Est-ce que c'est la faute des entreprises? Connaissant le contexte actuel, les entreprises font face à de multiples adversités aujourd'hui. Vous, en tant que candidat, il va falloir effectivement, en tant que candidat ou professionnel, donner le meilleur de vous afin que l'entreprise puisse acquérir ou atteindre une stabilité sur le marché de l'emploi et enfin croître. Ne vous trompez pas de combat. Le combat est au niveau de la compétence. Si le Mali veut effectivement être une nation puissante, elle l'est déjà d'ailleurs, mais si on veut vraiment combler les lacunes que nous avons aujourd'hui, nous devons vraiment être axés sur la compétence et axés sur la compétence qui permettra de développer l'ensemble des secteurs d'activité. Je vous remercie. Alors là, une introduction incroyable. Nous avons entendu dans l'exposé de Madame Traoré l'explication, l'étalage des dysfonctionnements que certains d'entre nous connaissent déjà, que d'autres vivent au quotidien de par leur situation personnelle, individuelle, de par la situation de leurs proches. La question que Madame Traoré a posée à la fin de son intervention est celle que je vais reprendre tout de suite. À qui la faute? Est-ce la faute des demandeurs d'emploi?
Est-ce la faute des étudiants? Est-ce la faute des formateurs? Est-ce la faute des entreprises? Ou la réponse, je ne l'ai pas. Par contre, l'intervenant qui va succéder, M. Suleiman Bendeka Diabaté, qui est entrepreneur et consultant en RSE et en normes ISO, nous aidera à comprendre la responsabilité partagée de tous ces différents acteurs. Je vous demande d'accueillir M. Bendeka Diabaté, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Je vois un peu que la salle est un peu calme. Et avant de commencer mon intervention, je voudrais juste raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un camp militaire qu'on appelle naturellement les nouvelles recrues de Dachef. Alors, les nouvelles recrues, naturellement, quand elles viennent dans le camp, on leur donne des instructions. Donc, leur instructeur principal appelle tout le monde. Dit à tout le monde, bon, les jeunes aujourd'hui, on va recevoir le général de l'armée. Okay? Donc, quand le général va venir, il va poser 3 questions. Et la première question qu'il va poser, il va vous demander quel âge avez-vous. Et quand il va poser cette question, vous allez répondre, on a 19 ans. La deuxième question, il va vous demander, vous êtes là depuis combien de temps? Vous allez répondre, on est là depuis 3 mois. Et la troisième question, il va poser la question, est-ce que vous vous plaisez ici? Vous allez dire oui. Et l'instructeur a donné l'ordre aux jeunes. Vous avez l'obligation de répondre par ordre. La première question, c'est obligation de répondre 19 ans. La deuxième question, c'est obligation de répondre 3 mois. Et la troisième question, c'est obligation de répondre oui. Parce qu'en général, quand le général vient, il pose ces 3 questions. Le jour de la rencontre, le général vient, mais en venant, il a changé l'ordre des questions. Donc quand il est venu, il a salué tout le monde. Il dit, les jeunes, vous allez bien? Il dit, vous avez quel âge? Et il dit, excusez-moi, il dit, vous êtes là depuis combien de temps? On est là depuis 19 ans. La deuxième question, vous avez quel âge? On a 3 mois. Et la troisième question, vous vous foutez de moi? Oui, chef, on se fout de vous. Donc ça, c'était juste une petite histoire que je voulais rencontrer. Alors moi, c'est Suleiman Bendeka Diabaté. Je suis jeune entrepreneur social, comme on le dit. Et je suis consultant, spécialiste, connaisseur de la RSE, communément appelée responsabilité sociétale des entreprises. Également, je suis le promoteur de la conférence internationale sur la RSE et la conférence internationale sur la RSU. RSU, c'est un nouveau concept que j'ai lancé en 2021, c'est la responsabilité sociétale des universités. Et pour finir, mesdames et messieurs, je suis au chômage. Voilà. Alors, mon intervention va tourner autour d'une question centrale, à savoir la responsabilité sociétale des entreprises RSE, mais plus spécifiquement, la responsabilité partagée. Le thème qui nous réunit cet après-midi est le futur du recrutement au Mali et dans la sous-région. La responsabilité des uns et des autres. Mais avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite présentation sur la RSE. C'est quoi la RSE? Responsabilité sociétale des entreprises. Alors, il y a certains qui ont forcément entendu parler de ce concept qui est à l'état embryonnaire chez nous, je vous dirais. Simplement, la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, est un concept qui demande aux entreprises, dans le cadre de ce que vous faites, quel est l'impact
de cette activité sur l'environnement, sur l'économie et sur la société. Ça, c'est tout le concept de la RSE. Alors, la RSE a plusieurs chemins. Dans la RSE, il y a ce qu'on appelle l'identification de ces parties prenantes et la prise en compte des attentes des parties prenantes. Quand nous prenons l'identification des parties prenantes, la RSE te demande, vous en tant qu'entreprise, et quand je parle d'entreprise, je parle d'entreprise de tous les domaines, entreprises, secteur privé, secteur public, les ONG, etc. Donc la RSE vous demande, avant même le début de vos activités, de vous poser la question: qui sont mes parties prenantes? Qui sont mes parties prenantes? Je répète une dernière fois, qui sont mes parties prenantes? Après avoir identifié tes parties prenantes, je te pose la question: quelle est la préoccupation, ou quelles sont les préoccupations de ces parties prenantes, afin de prendre en compte leurs préoccupations dans le cadre de vos activités. Alors, pour faire la mise en place de la RSE, il y a un document qu'on appelle la norme ISO 26000. Donc, il y a un document qui vous montre les lignes directrices, qui vous montre comment, dans le cadre de vos activités, vous pouvez prendre en compte ces différents aspects. Donc, moi, je suis fabricant de voitures, donc je viens m'installer en commune 2. La toute première question que je dois me poser: quel est l'impact de mon activité, ou quel va être l'impact de mon activité sur l'environnement, sur l'économie et sur la société? Est-ce que mon activité va créer de l'emploi? Est-ce que mon activité va avoir un impact ou des impacts négatifs sur l'environnement? Est-ce que côté social, je vais m'impliquer dans le développement communautaire de la localité? Ça, c'est un tout petit peu une petite présentation de la RSE. Donc, je le redis, c'est un concept qui est tout nouveau chez nous ici. Et grâce à des initiatives comme celle-là, nous essayons de mettre en pratique, de passer l'information dans le cadre de notre responsabilité sociétale. Alors, en parlant de responsabilité partagée, la responsabilité partagée, nous, on le voit sur trois volets. Il y a la responsabilité qui est partagée entre trois acteurs particulièrement. Le premier acteur, c'est l'État. Le deuxième acteur, ça c'est les entreprises, je le mets entre parenthèses. Et le troisième acteur, ça c'est nous-mêmes jeunes. En prenant la responsabilité partagée de l'État, qu'est-ce que la RSE demande? L'État est, on peut le dire, l'arbitre central de la chose. Donc c'est l'État qui met en place sa politique dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le domaine de l'enseignement secondaire, etc. Donc l'État est regardant, l'État doit avoir une vue d'ensemble sur tous ces aspects. On a tendance à dire que l'État n'a pas pour vocation de créer de l'emploi, mais plutôt de créer les conditions de l'emploi. Alors la question qui se pose, est-ce que les politiques qui sont mises en place par l'État réellement répondent aux préoccupations du terrain? Moi, je peux dire, peut-être qu'il y a plusieurs personnes dans la salle, nous sommes les fruits du système qu'on appelle le système LMD. Donc, c'est l'État qui a mis ça en place. Au moment où on faisait cette mise en place, on était jeunes, on était très jeunes, mais au fur et à mesure, on a commencé à s'intéresser à cette question de l'emploi, on s'est posé beaucoup de questions. Et à travers notre responsabilité sociale, on a demandé aux jeunes, réellement, selon vous, quelle est la responsabilité de l'État
sur cette question d'employabilité. Et je vous assure que la majeure partie des jeunes qui ont répondu à la question, ils nous ont dit clairement, aujourd'hui, ce système LMD, on ne le comprend pas. Ils ont posé la question, est-ce que ce système LMD répond aux critères de notre environnement? La question reste à poser. Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas dans le milieu, je suis au chômage. Et ce sont des questions qui ont été posées. Donc ça, c'est une des responsabilités. Je laisse la question ouverte. Peut-être qu'il y a des spécialistes, je vois des tontons qui sont là. Je profite de l'occasion pour saluer M. le Premier ministre Moussa Mara qui a fait le déplacement. Et il y a pas mal de personnes ressources qui pourront peut-être donner une réponse ou une piste de réponse sur cette question, la responsabilité de l'État. Donc l'État est au début, au milieu et à la fin. Maintenant, la responsabilité des entreprises. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, les entreprises ont une véritable responsabilité par rapport à cette question d'emploi. Et aujourd'hui, comme on le dit en anglais, le mindset des jeunes aujourd'hui, c'est que la majeure partie se disent aujourd'hui, on ne cherche plus d'emploi, on vend son expertise. Ça, c'est la majeure partie des jeunes qui le disent. Moi, je ne veux pas commenter ces propos. Mais aujourd'hui, les entreprises, dans le cadre de leur recrutement, dans le cadre de leur activité, mesdames et messieurs, faites-nous confiance. Faites-nous confiance. C'est très fréquent de voir une entreprise qui cherche un chargé de communication et qui demande une expérience de Bac plus 5, ou Bac plus, une expérience de 5 à 6 ans. Et vous voulez recruter un jeune qui a un Bac plus 2. Donc c'est un peu complexe. Donc là, c'est une préoccupation majeure et c'est l'un des aspects où la responsabilité des entreprises est mise en jeu. La deuxième responsabilité, c'est de savoir réellement aujourd'hui qu'est-ce que les jeunes veulent. Est-ce que moi, entreprise qui veut recruter des jeunes, est-ce qu'aujourd'hui, mon activité rentre en compte dans le cadre de ce que les jeunes font aujourd'hui? Est-ce que mes activités aujourd'hui répondent aux besoins du marché? Donc, la majeure partie des entreprises, je le dis avec une voix haute, font vraiment le nécessaire. Font vraiment le nécessaire pour recruter le maximum de jeunes. Je vais le dire en Bambara, la dernière responsabilité que je vais situer, ça c'est au niveau des jeunes, la responsabilité des universités. Sarata l'a dit lors de son intervention, une adéquation entre ce qui est enseigné dans les universités et le marché de l'emploi. En 2021, quand j'ai initié la conférence internationale sur la RSI, la responsabilité sociétale des universités, on a rapproché pas mal de structures, pas mal d'entreprises, et je vous assure que on a été dessus. On a été dessus parce qu'on avait une certaine vision. Notre vision, c'est toujours d'ailleurs de mettre les universités en face de leurs responsabilités. Et quelle est l'une des responsabilités des universités? Aujourd'hui, une université qui forme par exemple 200 ou 250 étudiants, la RSE demande aux universités, ayez un œil sur vos étudiants. Les universités ont pas cette obligation, mais il est recommandé aux universités de faire du suivi. Bon, les jeunes que j'ai formés, est-ce que les formations qu'ils ont reçues peuvent leur permettre de se débrouiller sur le marché de l'emploi? Est-ce que ces enseignements reçus peuvent leur permettre d'entreprendre? Est-ce que ces enseignements ou ces formations reçues peuvent leur permettre de se débrouiller? Ça, c'est l'une des responsabilités des universités. L'autre responsabilité des universités, c'est quoi? Une université est dans une localité. Je prends par exemple
l'Université internationale d'NDK, qui n'existe pas, je vous informe déjà. Je donne un exemple. Et moi, je suis installé en commune 3 du district de Bamako et spécifiquement au quadrant 3. Qu'est-ce que la RSE me demande? La RSE me demande chaque 3 mois ou chaque 6 mois, c'est une recommandation, de faire un rapport d'activité que je dois envoyer à la collectivité dans laquelle j'exerce, pour que la collectivité, la mairie, puisse avoir des informations sur ce que je fais comme activité, combien de jeunes ont été formés, quelles sont les filières ou quels sont les modules qui ont été enseignés. Ce n'est pas une obligation, c'est un acte volontaire. Déjà, la RSE est un acte volontaire, mais c'est une recommandation qui a réellement un poids qui ne dit pas son nom. Donc, les universités ont cette redevabilité envers la collectivité dans laquelle elles exercent. Ça, c'est la deuxième responsabilité. La troisième responsabilité, c'est ce qu'on appelle la responsabilité environnementale. C'est vrai que les universités n'impactent pas beaucoup sur l'environnement au même titre qu'une société minière, au même titre qu'une entreprise industrielle. Mais quand on parle de responsabilité environnementale, il s'agit pour les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre de leur activité, de mener des actions donc, qui vont faire en sorte que l'environnement ne soit pas pollué. Par exemple, les types d'activités de plantation d'arbres, les types d'activités de salubrité, etc. Donc ça, c'est un petit peu 3 responsabilités des universités, selon la RSE. Maintenant, sur la question de l'employabilité et sur la question de l'emploi, en réalité, je vais le dire de façon claire et nette, les jeunes ont un déteint comme un rêve. Réellement, les jeunes ne cherchent pas d'emploi. Aujourd'hui, les jeunes vont te dire on n'a pas d'emploi, on cherche du boulot, mais réellement, quelle est la proportion de jeunes qui, par jour, prend le temps de visiter les sites de recrutement? Quel est le pourcentage, quelle est la fréquence de jeunes qui prend son CV, va toquer à la porte des entreprises, je viens me présenter, bon, voilà, je cherche un boulot, voilà mon CV. Donc, à main levée, les jeunes, qui a déjà fait ça? Qui a déjà pris son CV, venir chez Orange Mali, en costume, cravate, j'ai mon CV, je souhaite voir le responsable RH de Orange Mali. Qui a déjà fait dans la salle? Donc, sur toute la planète Terre, tu es le seul dans la salle ici. Vous voyez? Donc ça, c'est une responsabilité des jeunes. Et sur ce point, on a réellement tort. On ne peut pas accuser qui que ce soit. sur ce point. Donc, on est totalement fautif. Et la recommandation que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte de notre zone de confort. L'État crée les conditions de recrutement. L'État crée les conditions. Donc, c'est à nous de savoir quelles sont ces conditions. Les entreprises et les cabinets de recrutement sont là. Ce n'est pas aux cabinets de recrutement, ce n'est pas aux entreprises de prendre leurs documents et venir dans la rue, venir chercher les potentiels travailleurs. Donc, c'est à nous de faire un véritable effort pour venir chez ces entreprises et venir proposer réellement ce dont on a besoin. Donc, je ne vais pas faire d'accusations. Donc, ça, c'est juste quelques petites interventions que je voulais faire à l'endroit de tout le monde. La responsabilité de l'État, la responsabilité des entreprises et la responsabilité des jeunes. Donc, pour terminer mon intervention, je vais juste donner un petit exemple sur ma propre personne. Tout récemment, au mois de décembre dernier, nous avons organisé la 2e édition de la conférence internationale sur la responsabilité sociétale des universités. Et M. Mara nous a fait l'honneur de participer à l'événement. Et l'événement portait sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes.
dans un contexte de crise multiforme. Donc, il y a eu pas mal d'intervenants qui étaient là. À la fin de l'événement, j'ai ciblé les différents intervenants. Donc, un bon jour, je me suis mis en costume cravate. Je prends mon petit document et je vais au cabinet Diarra, tranquillement. Mais il y avait quelques petits trucs qui avaient été faits. Je viens voir M. Mara. Il me reçoit et il me dit, jeune homme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai un rendez-vous tout à l'heure, si tu peux être smart. Je lui dis, bon, voilà, je fais ça, voilà ce que je veux. Donc, à chaud comme ça, il me dit, bon, ton profil, il est intéressant. Je pense que telle structure pourrait être intéressée par ton profil. Et M. Mara, je profite de l'occasion que jusqu'à présent, je suis encore stagiaire au chômage. Stagiaire au chômage, bien évidemment. Dans le cabinet m'a retourné, donc j'ai fait ça. Et automatiquement, ça a pris. Le responsable du cabinet était surpris. Pourquoi? Parce que c'était rare de voir rare de voir des jeunes qui, de par leur propre volonté, prennent leur CV, viennent frapper à la porte. Voilà, je suis Souleymane. Voilà mon CV, je suis au chômage, je veux travailler chez vous. Donc c'est rare de voir ça. Donc c'est ce que je souhaiterais lancer comme message à l'endroit de mes collègues jeunes, mes collègues entrepreneurs, donc pour que chacun puisse sortir son épingle du jeu. Alors pour laisser la parole à mon très cher maître de cérémonie, Lucie disait qu'il y a ce charisme verbal, je tenais réellement à remercier Madame Sarata Traoré et toute son équipe d'organisation, Oumar, Issa, Kyria, Oumou, Geneva, Evelyne, Tata, Dia et toutes les personnes, tous ces jeunes qui se sont vraiment réunis autour de cette activité. Et c'est une première, ça ne va pas être la dernière, avec bien évidemment l'accompagnement de tout et chacun. Donc, comme on le dit, celui qui détient la parole détient le pouvoir. Maître de cérémonie, j'ai tenu le pouvoir pendant combien de minutes? Donc, j'ai tenu le pouvoir pendant 21 minutes. Donc, maintenant, je laisse la place au maître de cérémonie qui va reprendre le pouvoir. Mais j'aurais bien aimé tenir le pouvoir jusqu'à la fin de l'événement. Je vous remercie. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. Celui qui détient le pouvoir n'est que le représentant de ceux qui sont derrière lui. Hein? C'est ma vision. Je profite de la parole qui vient m'être rendue pour reconnaître et puis pour remercier Monsieur le ministre Moussa Mara de sa présence. Vous avez tous remarqué qu'il y avait une chaise vide au moment de l'introduction. Monsieur Mara nous avait prévenu que son emploi du temps était un peu chargé. Il a réussi à trouver le temps pour la cause qui est aussi importante, une cause qui est aussi importante que cela. Donc, je vais de ce pas lui donner la parole pour qu'il nous bénisse de quelques mots.